Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Triumph Street Triple 660S bridée pour le permis A2, modèle de 2022. Allez, c'est parti. Les amis, de nouveau, j'ai la possibilité de tester un modèle très récent grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'être venu jusqu'ici. Si vous suivez habituellement mes tests, vous avez déjà vu probablement le test de cette machine, mais dans un millésime plus ancien, modèle de 2019. Aujourd'hui donc, on est sur une moto quasi similaire. C'est toujours l'entrée de gamme dans les roadsters sport de chez Triumph. On est sur une machine qui a été conçue exclusivement afin d'être bridée et d'être rendue compatible avec le permis A2. Aujourd'hui, cette version de 2022 évolue surtout au niveau de l'esthétique par rapport à la précédente. On retrouve finalement pratiquement à l'identique le look de la Speed Triple RS de 2020 que j'ai testé il y a quelques semaines. Au niveau de la motorisation, ça n'évolue quasiment pas. On est toujours sur un 3 cylindres en ligne, à refroidissement liquide et injection bien sûr. Celui-ci est maintenant compatible avec la norme Euro 5 et il développe toujours la même puissance, 95 chevaux en version full et aujourd'hui 47,5 pour le permis A2. La moto n'évolue pas non plus au niveau du poids. Elle est donnée pour environ 190 kg tout plein fait. La moto que j'ai aujourd'hui est un tout petit peu accessoirisée. On a les clignotants LED proposés en option. Et vous l'entendez, on n'a pas l'échappement d'origine. On est sur un échappement qui reprend la position normale, donc en position basse. Et celui-ci est de la marque SC Project. Actuellement, il n'y a pas de chicane et il est vraiment très bruyant. La sonorité qu'il produit n'est pas désagréable, mais franchement, c'est beaucoup trop fort. Là en ville, je suis obligé de me contenir à être sur le filet de gaz pour ne pas nuire à la tranquillité du public. Au niveau de la position de conduite, c'est une fois de plus quasi similaire à l'ancien modèle de 2019. On est sur une machine avec une position un petit peu sport, donc très légèrement basculée vers l'avant. Le guidon est très large, donne un très bon bras de levier. Et surtout, la caractéristique de ce modèle, c'est qu'elle est très fine. Au niveau de l'entrejambe et du réservoir, on peut vraiment faire corps avec la machine. On a l'impression d'être avec la même finesse que sur les anciennes Ducati Super Sport. Franchement, j'adore. En plus, la moto n'est pas trop haute. Donc pour quelqu'un comme moi qui mesure 1m70 m, on se sent tout de suite à l'aise sur ce modèle. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi agréable. Là par exemple, vous voyez, j'arrive dans un rond-point et ça se bascule vraiment sans aucune difficulté. Je touche à peine aux commandes. Sur la moto, la taille des pneus n'a pas évolué non plus. On est toujours en 17 pouces avec du 120 à l'avant, 180 à l'arrière. La position étant quand même relativement droite, on a la possibilité, si nécessaire, de se retourner afin de vérifier ce qui se passe dans nos angles morts. Pour ça, c'est vraiment bien. On a encore les deux rétros d'origine. Ceux-ci sont assez bien placés, un peu vers le haut sur l'extérieur. Donc finalement, je n'ai que, allez, peut-être 15% des miroirs qui sont pris par mes bras. Je vois très bien ce qui se passe derrière. Donc pour le moment, j'évolue en agglomération. Et clairement, la machine est super tranquille. On peut rouler à très bas régime. Je suis en 6e quasiment tout le temps. Le moteur est très souple. Le seul défaut pour l'instant, c'est cet échappement que je trouve vraiment trop bruyant. Et là, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Vous allez voir, le bruit va devenir très rapidement complètement disproportionné. Allez, ici j'accélère et vous entendez à quel point c'est rauque. La sonorité est vraiment trop forte. Après, bien que ce soit une machine bridée, comme sur l'ancien modèle, ça marche vraiment pas mal. On se sent pas frustré, il n'y a pas une coupure franche. Pour l'instant, j'ai dû monter jusqu'à 6-7 000.
et c'est vraiment impeccable. On est sur un roadster, donc bien sûr il n'y a aucune protection, surtout qu'en plus le modèle que je teste aujourd'hui n'a pas la bulle qui est disponible en option. Alors j'arrive sur un virage à basse vitesse, cette machine est toujours aussi facile et toujours aussi souple, et là j'étais en 4ème, ça bronche pas, c'est vraiment un bonheur cette machine à basse vitesse. Donc les amis, vous aurez reconnu la route que j'utilise habituellement pour tester l'accélération. On va bien sûr refaire ce test ici avec cette machine. Je rappelle qu'elle est donnée donc aujourd'hui pour 47,5 chevaux, un poids tout plein fait aux alentours des 190 kg. Cette machine est équipée de 2 cartographies d'injection, une pour la route, une pour la pluie. Aujourd'hui il fait beau, donc je vais rester sur la cartographie route. On a aussi un traction control et je vais le laisser activer. Logiquement, avec 47,5 chevaux, le traction control ne devrait être quasiment jamais activé. D'ailleurs, on va surveiller ça au tableau de bord. Allez, c'est parti. J'ai oublié de préciser qu'en option, cette machine est équipée d'un shifter. Let's go! C'est équipé d'un shifter et j'oublie totalement de l'utiliser comme d'habitude. Alors vous avez pu voir que sur l'accélération on a quand même eu le traction control qui s'est allumé un bref instant, donc il est peut-être un petit peu intrusif quand même, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait une accélération de dingue et puis la route était parfaitement sèche. Donc vous pouvez voir du haut de mon 1m70, je touche des deux côtés quasiment à plat. Je braque à fond, on se retrouve assez vite embuté. La dernière fois, j'avais frôlé la limite et ça ne change pas. Ils n'ont rien changé à ce niveau-là. Les suspensions sont très certainement les mêmes et le châssis n'a pas bougé. On va de nouveau refaire une accélération et ensuite je vais tester le freinage, voir si ça a changé par rapport à l'ancien modèle. Je ralentis, frein arrière ça freine à peine, frein avant, ouais, le frein avant il marche bien. C'est à se demander s'ils n'ont pas changé un peu, au moins sans changer forcément le matériel, s'ils n'ont pas changé un peu le mètre cylindre ou les réglages, parce que là j'ai vraiment une bonne précision, ça freine assez fort, et par contre le frein arrière lui j'ai beau piler. Là je mets beaucoup de poids dessus, ça m'arrête à peine, c'est à se demander s'il est vraiment efficace. Là vous voyez je suis à 20 km/h, je veux m'arrêter à cette intersection, je freine que de l'arrière. Et il faut vraiment que je mette un poids énorme sur le frein pour que ça m'arrête. Le frein arrière, je me demande s'il a même pas un problème finalement, alors que la moto est neuve. D'ailleurs la particularité du freinage de cette machine, c'est que contrairement aux autres Street Triple, on a du Brembo uniquement à l'arrière, à l'avant c'est du frein de chez Nissin. Mais vous pouvez voir que ça freine quand même suffisamment, même si on est quand même très loin des performances absolument dingues des freins haut de gamme de chez Brembo. De nouveau dans un rond-point, c'est un véritable vélo. Bon, au niveau du moteur, à mon avis, ils n'ont rien changé du tout. Il est très probable en fait que l'ancienne génération était déjà compatible avec Euro 5. Ils l'ont juste fait réhomologuer. On a le même comportement aussi au niveau du bridage. Ça fonctionne très bien jusqu'à environ 7000 tours. Et au-delà de 7000, si on force, le moteur va continuer de prendre des tours. Mais clairement, il ne se passe plus grand-chose. 7000, c'est vraiment à ce moment-là qu'on sent le bridage arriver. Sur cette machine, les commodos n'ont pas évolué non plus par rapport à l'ancien modèle. On retrouve sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage, les boutons afin de changer les paramètres de l'écran, et sur la droite, on a coupe-circuit, démarreur et les feux de détresse, et c'est tout. Le compteur, lui aussi, n'a pas évolué et c'est bien dommage. On s'attendrait, vu le prix de la machine, à avoir un écran couleur. Là, on est toujours sur un écran à cristaux liquides monochrome. Et à côté de lui, on a le contour qui, lui, est très très lisible à aiguille. Ça, c'est très bien.
Dans l'écran monochrome, on a la vitesse, le rapport engagé, une horloge, la conso instantanée et moyenne, la température du liquide de refroidissement. Enfin, globalement, c'est assez complet. Le seul problème, c'est qu'il y a certaines informations où vous serez obligé d'aller sur les boutons du tableau de bord. C'est un peu dommage. Après, il est vrai que les fonctions principales sont quand même accessibles depuis le guidon. Bon, on va essayer de trouver le seuil de souplesse de cette machine. Donc là, je suis à 30 en 6e. Et vous voyez que je reste sur le ralenti, ça bouge pas. Je suis à 25 maintenant et je peux réaccélérer. Et ça reprend. Forcément, il n'y a pas de perf, mais le moteur ne broude pas. De nouveau, hein, je le redis, cette machine est vraiment adaptée aux débutants. Même si vous faites une erreur lors de vos passages de vitesse, eh bien vous ne tomberez jamais sur un comportement moteur qui serait déstabilisant ou dangereux. C'est vraiment extrêmement calme. Là, vous voyez, ça se balance vraiment super facilement. On n'a pas l'impression qu'elle fait 190 kg, on a l'impression qu'elle en fait 150. Hein. Elle est vraiment super bien équilibrée. Là, je suis en côte à 4000 tours. Voyons comment ça réagit. Et c'est pas mal. En restant donc dans cette plage, on va dire entre 2 et 7000 tours, il y a toujours suffisamment de patates. Après, de nouveau, le bruit est totalement disproportionné par rapport aux performances. J'arrive maintenant sur un Dodan. Alors, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup évolué au niveau de la suspension. Si je me souviens bien, c'est une fourche à l'avant de chez Showa qui n'est pas réglable. À l'arrière, on a un amortisseur également de chez Showa et je ne pense pas qu'il soit réglable autrement qu'en précharge. C'est suffisamment ferme. On a un comportement quand même un peu sport dans le réglage de base. Ça va, franchement. Là, vous voyez, j'essaie de le prendre un tout petit peu plus vite. Et on garde cette fermeté. On sent bien que c'est pas une machine qui a été conçue pour le confort. Bien que ce soit l'entrée de gamme, au niveau des suspensions, ça reste quand même du matériel d'assez bon niveau. J'arrive maintenant dans une succession de virages. Voyons comment ça se comporte. Et il faut pas que j'oublie que j'ai un shifter. Alors le bruit à l'échappement là, en faisant un peu le con, ça devient vraiment jouissif, mais ça reste trop fort. Le frein est suffisant, la moto est vraiment joueuse. Elle donne envie de se déhancher, de sortir le genou, elle est très facile. Mais il est vrai que lorsqu'on fait un peu l'imbécile avec cette machine, on se retrouve assez vite limité par la bride. Bon, le shifter fonctionne bien, hein, sinon, que ce soit à la montée ou à la descente des rapports, il n'y a pas de problème. Vous l'avez vu, faire un dépassement avec cette machine bridée ne pose aucun problème, mais on sent quand même qu'il lui manque quelque chose. Et c'est ça qui est toujours un peu gênant pour moi sur ce genre de machine bridée. Je préférerais finalement avoir une machine de plus petite cylindrée qui prend plus de tours et qui serait à son plein potentiel. C'est vraiment dommage que Triumph ne propose pas une machine de ce genre. J'imaginerais très bien un petit 3 cylindres de 350 cm3, ce serait absolument génial. Bon, je vous disais que le shifter fonctionne bien, et c'est vrai, il fonctionne surtout très bien à la descente des rapports. À la montée, si on n'est pas à un certain régime, il y a certains moments où il refuse presque de changer le rapport. Ça, c'est un peu dommage. Et c'est d'autant plus frustrant dans cette version bridée où finalement on ne peut pas vraiment monter très haut dans les rapports. Allez, on s'engage sur l'autoroute. Donc aucun problème pour s'engager, même en restant en dessous des 7000 tours, on a largement de quoi faire.
Là je suis à 110 et finalement j'ai pas tant d'air que ça qui arrive sur mon casque. C'est assez surprenant. Par contre, le bruit devient vraiment pénible et monotone quand on est à régime constant. Vous devez l'entendre, ça résonne dans mon casque, c'est désagréable. Je vais maintenant essayer de faire un test de reprise. Donc là je suis environ 105 en 6ème, j'accélère à fond. Donc 120, 130, 140. De nouveau, tant qu'on reste dans la zone en dessous des 7000 tours, les reprises sont vraiment pas mal. Ouais, franchement, au bout de 5 minutes sur l'autoroute, à régime constant, j'ai l'impression d'être avec un bourdon à l'agonie dans mon casque. Beaucoup trop bruyant. Et quand je redescends les rapports, bam, 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 les explosions. Au final, vraiment, cet échappement, la seule chose que ça fait, c'est d'attirer le regard des forces de l'ordre à 3 km à la ronde. Je suis pas serein quand je suis aux commandes d'une machine aussi bruyante. Hein. Bon, bien que cette machine ait évolué au niveau du style, on peut voir que l'éclairage de base n'est toujours pas full LED. Et ça, c'est assez dommage, une fois de plus, quand on voit le prix de la moto. Le propriétaire a fait rajouter les clignotants à LED, à savoir qu'il existe aussi des clignotants à 10 filaments qui sont, eux, encore plus chers. Allez, une dernière accélération. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, ça marche quand même très bien. Bien sûr, vu qu'on est sur une machine bridée, la vitesse max doit être aux alentours des 170. J'en peux plus de cet échappement, j'ose même plus accélérer tellement ça me vrille les tympans. Oh, je dois me faire vieux, hein. Bon, enfin, de toute façon, au niveau dynamique, je pense que vous aurez compris qu'il n'y a globalement aucune différence avec la génération de 2019 que j'avais testée. C'est juste esthétique. Je pensais qu'il y aurait vraiment une différence de comportement, mais finalement, pas du tout. Maintenant, au niveau pratique, bah, on retrouve une fois de plus quasiment la même chose. Vous avez un rangement qui est sous la selle passager. Vous pouvez y mettre un petit U, un gilet jaune, un bloc disque. Enfin, franchement, c'est plutôt pas mal au vu du look de la moto. Si vous désirez rouler avec un passager, c'est faisable, mais franchement, ça m'a pas l'air d'être très très confortable, surtout qu'il n'y a pas de poignée de maintien. La consommation de cette machine n'a pas bougé non plus. On est toujours à environ 5,5 litres au 100. Donc finalement, que retenir de cette Street Triple S660 2022 bridée? Eh bien, vous l'aurez très certainement compris qu'il n'y a quasiment pas eu d'évolution. C'est juste esthétique, ça je le redis. Donc finalement, je vous conseillerais plus de trouver un modèle d'occasion qui vous coûtera beaucoup moins cher, vu qu'il n'y a pas eu d'évolution. Sur ces dernières années, le tarif de celle-ci n'a fait qu'augmenter. On arrive maintenant à 9000 € hors option. Un modèle comme j'ai aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les clignotants, c'est déjà dans les 9300. Et donc si vous rajoutez l'échappement qui doit coûter une petite fortune, on arrive facilement à 10 000 €. En plus, personnellement, moi j'ai plutôt tendance à préférer l'esthétique du modèle précédent que j'avais testé en rouge. Celui-ci est beaucoup trop similaire à la Speed 1050 RS. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Street Triple 660S 2022 bridée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette machine, que ce soit ce modèle ou l'ancien, vous pouvez bien sûr nous dire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Est-ce que ça a été pris en garantie? Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience, vu que, comme je vous l'ai dit, ce sont globalement les mêmes motos. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici afin que je puisse en faire le test. C'était très sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut,
de vous abonner, vu que grâce à mes abonnés, je fais ce genre de test très régulièrement. Je vais maintenant aller rendre cette machine à son propriétaire avant de perdre un ou deux tympans. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Finalement, juste pour le A2, il est vraiment à se poser la question, est-ce que cette machine ne serait pas trop chère par rapport à sa concurrente directe, la Trident 660 ?